De retour en studio, nous discutons avec M. Zabi Frédéric, que vous connaissez, qui est psychothérapeute et éducateur familial. Bonjour à vous. Bonjour madame. Alors, on va laisser un peu de côté vos enfants préférés, C'est cela. parce que c'est vraiment le défenseur des enfants parallèlement, en tant qu'éducateur, justement, familial. Et on va parler maintenant du couple. Pour avoir un enfant, il faut qu'il y ait un couple. Absolument, Voilà. absolument. Et vous nous expliquez qu'il faut absolument des critères de choix pour son conjoint. Oui, c'est un indispensable dont il faut tenir compte. Pourquoi? Parce qu'en général, il y a divorce, parce qu'il y a mauvais mariage. Les gens ne tiennent pas compte de certains critères. Ils s'élancent dans le mariage sans préparation, sans études. Et puis voilà, on arrive au clash à la fin. Alors, sans préparation, sans études, j'ai presque envie de vous dire que l'homme peut changer. Enfin, l'homme, l'être humain peut changer. Et deuxièmement, on est naturel, on est spontané, la personne vous plaît, vous vous entendez bien, vous rigolez, vous tombez amoureux, amoureuse. Et puis, le coup de foudre. Et on se dit, c'est une belle histoire d'amour et il faut absolument qu'on se marie. C'est pas comme ça? L'amour, madame, c'est un voyage sans retour, en principe. Quand on va à la gare de l'amour, on achète un ticket en aller simple, pas en aller-retour. Donc, c'est un voyage qu'il faut préparer. C'est un voyage dans lequel on ne doit pas se lancer en ne tenant pas compte de certaines choses qui sont primordiales. En se basant seulement sur le coup de foudre, en se basant seulement sur l'argent, sur la beauté physique, sur certains autres critères, c'est sûr qu'on va droit dans le mur, parce que ce sont des choses qui peuvent changer du jour au lendemain. Mais par contre, il y a des choses qui sont fondamentales et qui ne changent pas, qui ne varient pas. Ça, c'est des choses qui sont liées à la personne elle-même. Donc, si vous ne prenez pas la peine de savoir avec qui vous avez affaire, que vous vous engagez dans l'aventure, c'est une véritable aventure. Parce que contrairement, je vais peut-être bousculer un peu les idées reçues des gens, contrairement à ce qu'on dit, l'amour a des frontières. Les gens disent que l'amour n'a pas de frontières. Oui. Et moi, j'ai dit, l'amour a des frontières. Alors, on a notre célèbre chanteuse ivoirienne, qui est très appréciée, José, qui a dit, quel genre de diplôme tu veux? Tu m'étudies, tu m'étudies. Donc, finalement, vous donnez raison aux hommes. Il faut étudier pendant longtemps pour savoir si la personne, c'est une personne avec laquelle on doit faire sa vie. Vous savez, pour réussir en amour, il faut laisser les clichés où il y a le débat traditionnel, homme-femme, qui a raison, qui a tort. Moi, je ne rentre pas dans ce genre de débat. Pour moi, ce qui est essentiel, ce n'est pas de savoir si les hommes ont des atouts, si les femmes en ont. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui est important, madame, c'est que quand on va dans une aventure, pour y demeurer, pour rester, pour prospérer dans l'aventure, on s'est dit, ok, moi j'ai envie d'aller en France, pour faire fortune en France, il faut que je m'assure que en France, pour aller en France, il y a des critères auxquels je dois obéir. Si je me mets en tête qu'il n'y a pas de frontières, bonjour les dégâts. Parce que je vais aller en France, la première chose qui va m'arriver, j'ai pris la France comme ça, c'est un exemple. La première chose qui va m'arriver, c'est que je sois rapatrié dès l'aéroport. Oui. Ça, c'est le non-aboutissement des fiançailles. Ce qui peut m'arriver en France, si j'arrive à distraire la vigilance des policiers, c'est que je franchisse les frontières, que je rentre dans le pays. Et une fois dans le pays, au cours d'un contrôle de routine, on me rapatrie parce que je ne réponds pas aux critères pour rester en France. Ça, c'est le divorce. Je peux aller en France, y demeurer, et puis comme je n'ai pas tenu compte de certaines choses au préalable, je vis une galère que vous ne pouvez pas imaginer. Je deviens clochard, je deviens SDF, je deviens n'importe qui en France. Ça, c'est ce qu'on appelle ici en Côte d'Ivoire le goumen-goumen. Vous allez vivre des chagrins d'amour, vous allez vivre des amertumes à n'en point fini dans votre couple jusqu'à la fin. Donc, il y a des choses dont il faut tenir compte. C'est pour ça qu'il est bon de voir en filigrane ces différents piliers qui sont essentiels, sur lesquels repose normalement une relation solide de couple. Il y en a combien de piliers? Moi, j'ai identifié 5 piliers essentiels. Le premier pilier, pour moi, c'est d'abord le caractère, le tempérament, le caractère, la personnalité. Les 3, je les mets en un seul groupe. Le tempérament, le caractère et la personnalité. Ça, c'est un premier groupe. C'est le premier pilier. Ce premier pilier, ça peut sentir là-dessus. D'accord. Qu'est-ce qui est possible de masquer? Parce qu'il y a souvent, pour faire comme si, ou bien parce que la personne veut se marier, elle se montre sous son meilleur jour. Vous savez, c'est le genre de choses, quand j'entends souvent, je me dis, voilà des gens qui ne se donnent aucune peine au départ et qui veulent des résultats à la fin. Quand on ne se donne pas la peine d'observer celui avec qui on veut s'engager, à la fin, on dit il a caché son jeu. Alors qu'il n'y a personne. Vous savez, le tempérament, le caractère, la personnalité, c'est un peu comme le chien.
il n'oublie jamais sa façon de s'asseoir. Donc, qui que vous soyez, où que vous alliez, vous allez avec votre caractère, votre personnalité, votre tempérament. Vous ne pouvez pas masquer ces choses. Il appartient seulement à celui qui vous regarde de pouvoir vous regarder sans des lunettes. Les lunettes de l'argent, les lunettes de la beauté physique, les lunettes du temps qui passe, les lunettes de n'importe quel autre argument que la personne se donne pour ne pas vous voir sous votre vrai jour. En général, les gens ils se révèlent, ils se montrent à ceux avec qui ils sont. Mais c'est ceux-là qui refusent de les voir comme ils doivent être. Et ce n'est pas les personnes qui masquent leur nature. On ne peut pas masquer la nature, madame, c'est difficile. Le caractère. Vous savez, quelqu'un qui est gentil, ça se voit dès le premier coup d'œil. Quelqu'un qui est nerveux, il suffit que vous passiez 5 minutes ensemble, mais vous voyez tout de suite, c'est trait de nervosité. C'est des choses qu'on voit. Mais très souvent, on se dit, ça va aller. Avec le temps, bon, ça avec le temps, il y a des choses qui vont mieux. Les choses qui vont mieux en général avec le temps, c'est les choses qui sont acquises. Vous me rencontrez, je fume la cigarette. Avec le temps, avec vos conseils, je peux arrêter la cigarette. Je ne suis pas né avec une cigarette à la bouche. J'aime bien faire la fête. Je suis très souvent dans les boîtes de nuit. Avec vos conseils, je peux arrêter d'aller en boîte de nuit. Mais si je suis égoïste, ça, vous ne pourrez pas changer ça facilement. Ah, on ne peut pas? Ah non, c'est difficile. Sinon, quasi impossible. Alors, quelqu'un d'égoïste, quelqu'un de rancunier ou quelqu'un de avare? Ça, ce sont ces traits de tempérament. Ce sont des traits de tempérament. Or, je vous ai déjà dit ici, le tempérament, c'est l'appareillage avec lequel Dieu nous emmène ici sur terre. Quelqu'un qui aime partager, quelqu'un qui se fait voir, qui est tout le temps, voilà, qui partage facilement. C'est des traits de caractère. Vous aurez beau essayer de circonscrire cela, vous ne pourrez pas. Et ça c'est des choses avec lesquelles les gens viennent et vous ne pouvez pas changer ça. Par contre, bon, les choses qu'on acquiert dans la société, certaines habitudes liées à l'éducation, à certaines valeurs qu'on reçoit, ça, c'est des choses qu'on peut facilement élaguer, on peut facilement enlever. Mais les traits de caractère, alors que c'est avec ça qu'on va vivre au quotidien. C'est cela qui va déterminer la solidité de notre couple. Mais quand on dit, ma femme m'a fait changer, ou bien la femme qui dit, bon, mon mari, au début, c'était vraiment un ourson. Il n'aimait pas trop sortir, il n'a pas d'amis, il est casanier, il est comme ci, il est comme ça. Et puis, bon, au fur et à mesure, je l'ai emmené à changer. C'est pas possible? C'est des changements véritablement de surface. Ce n'est pas des changements de fond. Quelqu'un qui est très effacé, qui a un tempérament de flegmatique, qui est très souvent dans son coin, qui ne va pas facilement vers les gens, vous allez peut-être l'aider à sortir, à partager un peu. Mais quand il va sortir, par exemple, vous allez voir que toute la soirée, il va rester dans son coin. Il est avec les gens, mais il est dans son coin. Il ne va pas essayer d'être exubérant comme, par exemple, un sanguin le ferait facilement. Ce n'est pas possible. C'est des choses. Il va s'ennuyer en plus. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Donc, c'est des choses qu'on n'échange pas facilement. Vous savez, il y a un chanteur français, Johnny Hallyday, il disait « Les femmes entrent dans ma vie pour une raison, elles en ressortent pour la même raison. » Vous voyez un homme, c'est une star de télévision, par exemple. Toute la planète regarde la personne, toute la planète a envie de la personne. Vous aussi, vous avez envie de la même personne. Vous la voulez comme épouse. Dieu vous fait grâce, vous l'avez comme époux ou comme épouse. Et du jour au lendemain, vous voulez qu'elle soit, ou bien qu'il soit, quelqu'un à vous seul. C'est pas possible. Vous allez mourir à fouiller son portable parce que les gens vont l'appeler à tout moment. C'est quelqu'un de public déjà avant que vous ne veniez. Ça, vous ne pourrez pas y changer grand-chose. Donc, vous entrez dans sa vie parce que c'est une star de télé et vous allez ressortir parce que c'est la même star de télé qui n'a pas changé. Ça sera difficile. Donc, c'est des choses auxquelles il faut faire attention quand on choisit. Mais il n'y a pas des moyens également de s'adapter? Parce que l'exemple que vous avez pris, c'était un très bon exemple. La star de télé, elle a une vie publique, mais à un moment donné, elle a peut-être tellement souffert des personnes qui rentrent et qui sortent de sa vie qu'elle a besoin de stabilité en se disant, cette fois-ci, il faut que je change parce que je souffre de rester star de télé uniquement. Avant tout, je suis humain et j'ai besoin d'avoir un équilibre de vie. Ça peut pousser à changer? Absolument. Quand le besoin est exprimé, le partenaire comprend le besoin, il vient aider la personne. Ce que je voulais juste dire, c'est que c'est quand le partenaire il vient et que lui, il veut en faire quelqu'un d'ordinaire. C'est là que le problème se trouve. C'est là qu'il y aura le clash. C'est là qu'ils ne vont pas s'entendre. Parce que la personne a tendance naturellement à être en vue. Et là, vous voulez la mettre sous éteignoir. Ça ne sera pas possible. Et là, ça sera le choc permanent. Et donc, si la personne exprime le besoin de rester dans l'anonymat, avoir une vie publique et en même temps une vie privée, elle exprime à son partenaire. Le partenaire,
il doit comprendre cela et l'aider. Mais l'aider en quoi faisant? Pas l'aider en lui interdisant d'avoir le côté public qu'elle a ou qu'il a. Parce que si on veut faire ça, vous savez, c'est difficile d'éteindre la personnalité de quelqu'un. Mais souvent, les gens y parviennent dans le sens où, pour changer un peu de registre, mais tout en restant dans la même logique, une personne, une femme, une très belle femme, qui est peut-être hôtesse ou mannequin, quelque chose comme ça, un homme la rencontre et puis il la trouve magnifique. Et très peu après leur début de relation, il lui demande de changer de vie. Il a besoin d'une femme de foyer. Il a besoin d'une femme qui s'occupe de sa maison et de ses enfants. Et il ne veut plus qu'elle ait cette vie-là. Il va lui donner de l'argent pour créer des activités. Et tout, elle va avoir des magasins et mettre des gens là-dedans. Et cette femme-là, elle va être sous l'éteignoir par rapport à sa nature première. Vous savez, il faut bien distinguer les choses. Être en vue, par exemple, une star de télé, ce n'est pas un trait de tempérament, ce n'est pas un trait de caractère, c'est une activité professionnelle qu'on exerce. On peut être sanguin à la base, être une star de télé, on peut être phlegmatique, être une star de télé. Ça arrive. Donc là, si le partenaire, il dit, bon, moi, je ne veux plus que vous soyez une star de télé, je veux vous créer une activité qui vous rapporte de l'argent, puisque vous y êtes pour de l'argent, que je vous crée une activité qui vous rapporte de l'argent, il n'y a pas de problème. Ça, facilement, on peut changer de vie. Ce dont moi je parlais, c'est des choses qui sont liées au tempérament des gens. Parce que là, c'est difficile de pouvoir changer cela. Moi, Zabi, je suis naturellement quelqu'un d'exubérant. Et je vais très vite étouffer si j'ai une partenaire qui essaie de me bloquer. Mais voilà. Ne dit-on pas que les contraires s'attirent? Et que chacun cherche à laisser transparaître sa personnalité sur l'autre? Si les contraires s'attirent, les contraires doivent s'attirer en matière de relations. Ça, c'est la chose la plus intéressante ici. Parce que, comme on dit en anglais, birds of the same flock together, c'est-à-dire que les oiseaux de même plumage volent ensemble. En amour, ce qui est idéal, ce n'est pas qu'on ait le même plumage, c'est qu'on ait des plumages différents. Là, on va se compléter, ça sera bien. Ça, c'est naturel et c'est même bien. Mais ce que je veux dire ici, madame, c'est que en matière d'amour, il faut faire un clin d'œil spécial au tempérament, à la personnalité, au caractère. Et quelle est la nuance entre les trois? Le tempérament, ça, on vient avec. On est soit sanguin, soit phlegmatique, soit colérique, soit mélancolique. Là, on l'a vu déjà. On l'a déjà vu avec les enfants et tout ça. Ça, c'est essentiel dans les relations humaines. On est avec. On est avec. On ne le devient pas. Non, non, non. On est avec. Chacun a son tempérament ici. On peut avoir un peu des quatre, mais on a quand même des traits dominants. Et donc, chacun a son tempérament. Et le caractère, c'est le tempérament plus l'éducation. L'éducation, tout ce que offre le milieu. La religion, la culture, l'éducation scolaire, etc. Ça vient se greffer sur le tempérament pour faire notre caractère. Et notre tempérament et notre personnalité, est forgée à l'aune de notre tempérament et de notre caractère. Donc la personnalité, c'est le caractère plus le tempérament. Voilà la différence entre les deux, entre les trois notions. D'accord. Et c'est le pilier central des relations humaines, des relations particulièrement dans le couple. Parce que quand vous allez dormir, que vous allez vous réveiller avec quelqu'un, vous allez devoir supporter ses humeurs, vous allez devoir supporter son côté naturel. Quand par exemple cette personne-là ne se lave pas régulièrement, c'est un exemple que je donne. Et ça c'est un trait de caractère, c'est un trait de tempérament qu'on peut observer chez certaines personnes, comme les sanguins par exemple. Quand la personne, toute sa vie, vous êtes en train de lui crier après, va te laver, il faut te laver, etc. Si vous ne savez pas que ça fait partie de son trait de tempérament, vous allez attendre de lui qu'il soit comme vous qui êtes par exemple mélancolique et très porté sur la propreté et l'hygiène corporelle. Vous n'allez jamais obtenir cela. Le sanguin, je vous donne juste un exemple encore. Le sanguin, c'est quelqu'un qui peut dire à longueur de journée, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il peut dire, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Quand vous lui faites un petit geste de rien du tout, il va vous bourrer de merci. Chez le mélancolique, il y a 3 mots qui n'existent pas particulièrement en général. Le mot merci n'existe pas, enfin ça n'existe quasiment pas chez le mélancolique. La reconnaissance et les excuses, ça n'existe pas chez la mélancolique. Par exemple, donc si vous êtes un partenaire sanguin, vous êtes sanguin, que vous avez une partenaire mélancolique, vous allez attendre de cette partenaire qu'elle vous dise je t'aime comme vous le lui diriez facilement. Ce qu'elle ne fera jamais.
vous allez être frustré. Vous allez être à longueur de journée en train d'attendre. Vous allez causer avec vos camarades. Moi, mon mari, il ne me dit jamais je t'aime, il ne me demande pas facilement pardon, il ne me fait pas de câlin. Vous allez vous en plaindre à longueur de journée. Alors que si vous savez ces choses, si vous savez que ça fait partie de son trait de tempérament, vous n'allez pas attendre ça de lui. Mais ça, vous posez encore un autre problème qui est réel. Oui. Quand on a cette connaissance et quand on a le désir, le besoin d'avoir de l'affection, qu'est-ce qu'on fait? On décide de rester malheureux, frustré? Ou bien on essaye de parler à l'autre parce qu'on favorise la communication aussi. En disant, chérie, je suis très bien avec toi, mais malheureusement, je manque d'affection. Est-ce que le faire... Bon, on a bien compris que c'est difficile de changer la nature. Mais donc, qu'est-ce qu'on fait? On reste malheureux parce qu'on manque d'affection ou bien on prend le risque de l'exprimer? C'est même pas un risque. Il faut l'exprimer. Si vous ne l'exprimez pas, vous allez mourir à petit feu. Mais l'exprimer, ça ne va rien changer si c'est dans sa nature. C'est dans sa nature, ça ne va peut-être pas changer facilement. Je veux dire que c'est des choses qu'il ne fera pas spontanément. Il ne va pas le faire à la dose que vous voulez. Mais si vous lui parlez régulièrement, s'il comprend le message, si vous lui parlez de la bonne façon, il va essayer de changer. Il va essayer de faire ce que vous voulez. Parce qu'en réalité, dans une relation de couple, il y a un langage qui doit être dans le couple. Quel est mon souci permanent? Qu'est-ce qui ferait plaisir à ma partenaire? Ça doit être ça mon problème dans un couple. Et ma partenaire devrait avoir le même souci. Qu'est-ce qui ferait plaisir à mon partenaire? Si on a ce souci-là, il n'y a pas de problème. On va trouver les moyens pour se parler. On va se parler de la façon la plus convenable. Vous savez, peut-être que quand on va aborder d'autres sujets, on parlera de la façon de communiquer. Parce que la communication, c'est le premier motif de divorce dans les couples. La communication. Très souvent, on a beaucoup de problèmes parce qu'on ne sait pas se parler. On se parle mal. On a des problèmes réels. Comme on les pose mal, on a des mauvaises solutions. Alors que quand on a un vrai problème, qu'on le pose bien, on a toujours une solution. Alors là, on n'en était qu'au premier pilier. Hein. Absolument. Ça, c'est juste le premier pilier. Et on n'a même pas pilier. fini là-dessus parce que j'ai encore des questions à ce sujet. Ben, c'est volontiers qu'on ira à fond dedans. Parce que c'est des choses qui sont essentielles. Les gens se marient sans tenir compte de ces choses. Ils vivent des drames au quotidien. Madame, est-ce que vous savez que le taux de mariage est pratiquement équivalent au taux de divorce annuel en Côte d'Ivoire? Ça veut dire que les gens, ils courent à la mairie, mais très souvent, ils sortent des tribunaux à la même vitesse. Waouh. Mais d'un autre côté, vous posez encore un autre problème qui interpelle. Il y a la culture africaine. Et en Afrique, ce n'est pas une bonne chose d'essayer la femme, comme on dit. Tu as besoin de ma fille, tu fais ce qu'il faut pour la prendre. Et même, je vais encore plus loin, du côté traditionnel. Ce sont des mariages de famille, parce que les familles se connaissent. Donc, ça veut dire qu'on n'intègre pas du tout ce que vous dites, qui est le fondement d'une vie de foyer réussie. Je rigole, madame, parce que ça, c'est le cliché traditionnel de certaines personnes. Et moi, ça me fait rigoler. Parce que je me dis, voilà des gens qui n'ont pas pris la peine d'étudier les cultures africaines. Moi, je regarde, je suis en train de faire une monographie de mon village et je suis en train d'étudier la sociologie, l'ethnologie, de tout ce qui se passe dans mon environnement. J'ai remarqué une chose, madame, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on croit que l'Africain ne fait pas, mais c'est totalement faux. Mon village qui est Manfla, c'est un petit... Il va devenir célèbre, Manfla. Alors là... il faut bien qu'on arrive à situer Manfla sur une carte. Oui, il faut. Voilà, et moi je suis fier d'être de Manfla. La prochaine fois, venez avec une carte. Et puis qu'on identifie Manfla. Manfla, c'est la sous-préfecture de Goïtafla, dans le département de Zionoula, la région de la Maraoué. Très bien. En Afrique de l'Ouest, bien évidemment, en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Donc je disais que dans mon village, c'est une micro-société en fait. Tout le monde se connaît. Et comme c'est petit, tout le monde sait ce que tout le monde fait, mais personne ne parle. Donc, quand vous voulez d'une femme, vous manifestez vos intentions en allant frapper à sa porte. Vous allez voir ses parents, votre fille m'intéresse. Dès lors que vous manifestez cela, c'est porté à la connaissance du public. On le communique. C'est pour ça qu'il y a des choses comme le sel, par exemple, qu'on demande à celui qui fait la dot. Pour que tout le monde partage. On partage ça à chacun des membres de la famille. Pour qu'on le sache. Et dès lors que vous goûtez à ces sels-là, c'est dire que monsieur Pierre et mademoiselle Tantampion vont se mettre ensemble. C'est sûr. Donc, comme c'est sûr, tous ceux qui sont des sachants approchent le futur marié ou la future mariée pour donner
d'informations que ceux-ci sont censés ignorer de la personne. On vient vous dire, attention bonhomme, la famille dans laquelle tu veux aller t'installer, c'est une mauvaise famille. Parce que voilà les boulets qu'ils ont au pied. Voilà les problèmes qui sont dans cette famille-là. Il faut faire attention. Ah, mademoiselle, le monsieur que vous voulez épouser là, je ne vous conseille pas. Parce qu'il est très paresseux. On fait ses travaux de fond la nuit. On fait ses travaux de fond dans l'ombre. Et quand vous venez avec votre boisson le jour, mon père va dire, moi, quand je vais avec la boisson chez une jeune dame, on va me dire, bon, on a pris ta boisson, on ne l'a pas encore bu. Après, on va te faire signe pour te donner le résultat. En ce moment-là, le chef de famille de la jeune fille il va convoquer une réunion de famille. Il va s'enquérir des nouvelles. Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut qu'on boive cette boisson ou pas? On va peut-être interroger la jeune fille, on va interroger les pères et mères, on va interroger tout le monde, toute la famille. Et chacun va donner son opinion. On va vous dire non, c'est un mauvais parti. Il ne faut pas. Et en ce moment-là, on vous dit non, on ne peut pas boire votre boisson. D'accord, mais ça c'est quand peut-être par rapport à la famille, mais par rapport à ses traits de caractère, par rapport à la personnalité, des fois, ce n'est pas transparent au point où les parents aient le retour. C'est la femme, en vivant avec, qui va réaliser que son mari, il ronfle la nuit, il est coléreux. C'est elle seule qui peut voir ça et non pas l'environnement. Non, c'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit au départ, que le caractère, le tempérament, on ne peut pas le cacher. Donc, le jeune homme qui vit sa vie au quotidien, les gens l'observent. Peut-être que la jeune fille n'a pas la chance là de voir pendant les cheminements, pendant les fiançailles. Mais il y a des gens qui savent, qui voient. On va vous dire non, ce jeune homme-là, il est très paresseux. Ce jeune homme-là, il bat les femmes, il est colérique. Ou bien même s'il ne bat pas les femmes, mais il est très, très nerveux. Et donc, il faut faire... On vous prévient. Ça c'est un monfla. Mais quand on généralise, on n'est pas aussi précis sur la nature de la personnalité. Je n'ai peut-être pas parcouru toutes les contrées africaines, mais je suis sûr que ce qui se passe à Manfla se passe un peu partout, même dans le monde même. Parce que la dot en Europe, si le mot existe, c'est parce que les Européens ont expérimenté cela. Et c'était les mêmes objectifs, c'était les mêmes points d'arrivée qu'on recherchait ici. Donc le phénomène, il est mondial. D'accord, mais aujourd'hui, peut-être avec la modernisation, généralement, les parents relativement modernes disent, bon, attends, c'est quelle est sa famille? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Est-ce que tu l'aimes? Mauvais critère. C'est cela. Et c'est cela le problème. Mauvais critères. Et c'est pour ça qu'il faut les éclairer. Leur dire non. Les relations, quand vous devez donner votre fille à quelqu'un, ne vous basez pas sur est-ce que tu l'aimes, est-ce qu'il a l'argent, est-ce qu'il est mignon. Ne vous basez pas sur ça. Mignon, c'est important de savoir s'il a des traits réguliers. Il y a quand même la descendance qui est engagée. Oui, oui. Madame, là, je suis désolé, mais vous savez, la beauté des enfants ne découle pas forcément de la beauté des parents. Il y a un grand potentiel quand même qui est lié. Mais ce n'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Généralement, l'enfant ressemble un peu au père ou à la mère ou au grand-père. Ben, il y a des enfants dont on s'interroge souvent sur l'origine parce que ils ont... Mais souvent, on dit aussi, ça, on sait vraiment qui est son père. Ouh là là, c'est la photocopie. Ça aussi, on le voit. Oui, ça, on le voit. Bon, ça, c'est juste pour rigoler. Mais je veux juste dire qu'il y a des choses essentielles qui ne sont pas la beauté physique. Vous savez, si vous épousez quelqu'un pour sa beauté physique, le jour où la personne fait un accident, que cette beauté-là est dégradée, qu'est-ce que vous devenez? Même avec la vieillesse. Bon, qu'est-ce que vous devenez? Chauve et tout. Pas plus tard que hier, j'étais en train de parler à un couple dans le cadre d'un coaching où le monsieur me dit, mais je ne l'ai même pas encore déshabillé, je vois que sa poitrine est pratiquement comme des tapettes. C'est un critère important pour lui. Mais si c'est cela son critère, mais il va courir la gueuse. Il va se promener longtemps. Voilà. Et donc, il y a des critères plus importants que cela. Mais quand vous dites ça, par exemple, quand le monsieur a dit ça, est-ce que ces critères ne vont pas conditionner sa conception de l'amour aussi? Je vais lui dire que non, ça c'est un mauvais critère. C'est un mauvais critère. S'il s'arrête sur ça, il va prendre peut-être la femme la plus belle, qui a la forme physique qui lui convient à lui, mais qui n'a peut-être rien dans le caractère, qui n'a peut-être rien dans la tête. Et c'est un cauchemar au quotidien qu'il va vivre avec la plus belle femme du monde. Mais est-ce que le cauchemar n'est pas identique si c'est une femme qui, physiquement, ne lui convient pas du tout et puis qui est une perle moralement? Se réveiller tous les matins aux côtés d'une femme qui est moche à mourir aussi, est-ce que ça également, ce n'est pas une souffrance? Peut-être que ça l'est, mais ça ne sera pas une souffrance, je veux dire, très dure relativement parlant. Il faut s'attarder sur des choses plus essentielles. Vous savez, quand une femme, elle est une perle morale,
madame, vous ne faites plus attention à sa beauté physique. Vous ne faites pas attention à cela. Il y a les moqueries, il y a les railleries. Les gens vont dire également. ça, les gens vont dire ça, on va dire, mais attends, mais ce garçon mignon, qu'est-ce qu'il a à faire avec une guenon? Les gens vont certainement dire ça, mais vous savez ce que vous gagnez à côté de cette guenon. Vous savez ce qu'elle vous rapporte. Vous savez que c'est grâce à elle que vous arrivez à construire une vie. Mais le Vous physique savez. attire aussi. Absolument. Le physique attire. C'est pour ça qu'il faut interpeller les gens pour dire, c'est parce que le physique attire qu'il faut faire attention au physique. Si ça n'attirait pas, moi je passerais dessus. Mais je vois que la plupart des gens s'arrêtent sur le physique, sur l'argent, sur des choses qui sont matérielles, purement. Quand vous voulez dire, vous voulez donner, par exemple, un homme à une jeune fille qui a 18 ans, elle va vous demander, est-ce qu'il est beau, est-ce qu'il est chic? C'est sa préoccupation première. Quand elle va un peu plus en avant, qu'elle a 22, 23 ans, quand vous lui dites, je vais vous donner un mec, elle vous demande tout de suite, est-ce qu'il a l'argent? Le critère change. Tout ça, c'est toujours du matériel. Quand elle dépasse les 25 ans, qu'elle a 26 ans, 27 ans, quand vous lui demandez, vous lui dites, je vous propose un mec, la première question qu'elle vous pose, est-ce qu'il est marié? Quand elle atteint le cap des 30 ans, quand vous lui dites, je vais vous présenter un mec, elle vous dit, il est où? Parce qu'il n'y a plus de critères. Il n'y a plus de critères. C'est pas mal ça. Il n'y a plus de critères. Il est où? Il est où? C'est-à-dire là, on ne tient plus compte de est-ce qu'il est beau, est-ce qu'il a l'argent et tout, parce que là, le temps est en train de passer. Parce que là, on se rend compte que ce sont des arguments qui ne tiennent pas la route. Il faut voir, premièrement, il y a des critères qui sont essentiels. Je vous ai parlé du tempérament, du caractère et de la personnalité, mais il y a un critère essentiel, c'est l'âge. Et aujourd'hui, dans le contexte des années 2010, l'âge est un critère essentiel parce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui ne font pas attention à ça. Vous savez, quelqu'un qui a 45 ans, qui va pêcher à la maternelle en prenant une jeune dame de 18 ans comme épouse, ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt. Celui de 45 ans, 50 ans, il est en train de préparer sa retraite. L'autre de 18 ans, elle a envie de découvrir le monde. Elle a d'autres préoccupations. Quand elle va venir lui dire, j'ai besoin d'un peu d'argent pour aller à un concert d'un DJ, il va lui dire, mais attends, mais tu parles de quoi? Moi, j'ai besoin de construire ma maison. Le prix du ticket de concert, ça coûte 10 000. 10 000, ça fait 2 paquets de ciment. Elle va se dire, mais attends, mais celui-là, il parle de quoi là? Pendant que moi, je parle de mon concert, il me parle de 2 paquets de ciment. J'ai rien à cirer avec le paquet de ciment. Vous avez des visions du monde différentes. Alors, j'ai une dernière question à vous poser parce que malheureusement, on va devoir conclure. Mais ça veut dire qu'on va revenir là-dessus, bien évidemment. Vous comprenez bien qu'on n'a pas épuisé le sujet. Quand on vous écoute parler, on comprend qu'il faut vivre avec la personne pour la connaître. Absolument. Mais d'un autre côté aussi, en tant que femme, moi, je me souviens que mes parents me disaient, attends, tu vas aller où le week-end là? Avec qui? Mais attends, il peut pas te louer, tu n'es pas à louer. C'est pas possible. Tu vas aller avec un copain en week-end. La vie est belle pour toi, hein? Mais à ce rythme-là, mais aie pitié de ton mari. Si tu dois aller essayer comme ça différents week-ends jusqu'à ce que tu te maries, mais tu imagines le nombre de personnes avec qui tu vas passer le week-end. Tu iras un week-end avec ton mari, c'est tout. Et si un monsieur a besoin de toi, il fera ce qu'il faut pour que tu sois sa femme et non pas qu'il te prenne en location. Ça, je l'ai entendu toute mon adolescence. J'ai grandi avec. C'est comme ça que je vois mes filles. Et aujourd'hui, c'est ce que je leur dirai quand elles seront grandes, s'il plaît à Dieu. Donc, ça veut dire que c'est une mauvaise conception. Merci beaucoup, Monsieur Touré. Merci beaucoup à Madame Touré pour ces choses-là, parce qu'ils ont voulu vous donner des valeurs. Madame, il y a des choses essentielles. Il y a les piliers, c'est vrai, à observer. Mais avant et après tout, c'est d'abord les valeurs morales qu'une femme doit avoir. Une femme, elle doit être une femme de valeur, avec S à la fin, et une femme de valeur. Une femme pour qui on a de la considération, parce qu'elle a des mœurs solides, parce qu'elle ne se laisse pas distraire par n'importe quel bonimenteur. D'accord, alors ce qu'on va faire, on va juste faire une courte pause pour une page de publicité. On revient pour conclure à ce petit sujet, et bien évidemment, la semaine prochaine, vous serez là pour la suite.